Bernard, alors. Ah bah écoutez, moi j'ai lu un formidable polar centra-américain d'un Hondurien qui s'appelle Horacio Castellanos Moya. Alors je vais vous en parler parce que c'est une histoire absolument géniale. Donc je vous explique. Il y a deux personnages principaux, José Zeledón et Erasmo Aragon. Ils ont un point commun, ils viennent d'Amérique centrale et désormais ils vivent aux États-Unis à Merlo City. C'est une ville campus du Midwest américain. En dehors de la fac, en gros, il y a rien. C'est un trou au milieu des champs de maïs qui est peuplé de jeunes gens musculeux et très blonds qui fument, qui picolent beaucoup et qui accessoirement tentent de mener des études universitaires. Alors, José est chauffeur de bus scolaire, Erasmo est prof d'espagnol. Tous deux souffrent beaucoup. José, c'est un ancien guerrillero salvadorien. Il s'ennuie à périr dans ce boulot de chauffeur de bus. Erasmo, qui est très porté sur les jeunes femmes à couette et soquette, est pris, lui, dans le carcan de la bien-pensance et du politiquement correct qui étouffe tout le pays, et chacun raconte son histoire et ses démangeaisons. Le fantasme de l'AK-47 est celui de la petite culotte, en quelque sorte. José est un homme de peu de mots, Erasmo, c'est un exubérant prolixe, et comme il se doit, leurs récits vont se juxtaposer dans une apothéose sanglante et meurtrière au cœur de la ville de Chicago. Ça s'appelle Moronga, c'est signé Horacio Castellanos Moya. C'est un livre absolument inouï. C'est l'un des plus originaux que j'ai lu ces derniers mois. C'est vraiment une grande fiction à deux voix et deux voix totalement différentes. Le premier récit, c'est Zeledón, le deuxième, c'est Aragon, et le troisième morceau, je ne vous en dis rien parce que c'est absolument génial. C'est une charge violente contre ce qu'est devenu l'Amérique émasculée par les puritains et les avocats. C'est aussi, cerise sur le gâteau, un roman hilarant parce que les tourments du prof d'espagnol paranoïaque et obsédé sexuel qui ne peut céder à la tentation m'ont fait rouler par terre. Au fond, tout ça est très triste, mais quel grand bouquin, j'ai adoré. Ça s'appelle Moronga d'Horacio Castellanos Moya et c'est paru aux éditions Métellier. Mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Celui-là, je vous le prête très volontiers, Thierry Geffrotin. Et puis, passez une bonne semaine culturelle. On se retrouve le week-end prochain. Ciao. Je vais vous parler d'un livre absolument magnifique que j'ai lu ces derniers jours. C'est pas un polar, mais une fois de temps en temps, il y aura un coup de cœur non polar. Il n'y a pas de raison. En l'occurrence, il s'agit là d'une bande d'ados dans une ville de Lorraine. Anthony et son œil qui dit merde à l'autre, son cousin qui plaît aux nanas et qui vend du shit, Assine qui pique les mobs et cogite à son prochain coup. Et puis, il y a les filles, Clémentine et Stéphanie, sublimes, forcément sublimes, et encore vierges, car tous ceux-là ont 14 ans seulement. Nous sommes en 1992. Dans 6 ans, la France fera semblant d'être unie, quelques semaines autour de 11 footballeurs champions du monde. Et d'ici là, les ados seront devenus des hommes et des femmes. Ils seront partis ou ils seront restés au gré des ravages de la mondialisation sur leur vallée, autrefois sidérurgique. C'est leur parcours que décrit magnifiquement Nicolas Mathieu dans son nouveau roman « Leurs enfants après eux ». Un parcours bourré d'énergie et d'hormones, pas sinistre pour un sou, malgré la toile de fond qui est peu réjouissante. Des ouvriers au bout du rouleau, des HLM déglingués, Interville à la télé et le picombière au bistrot du coin. Alors je vous vois venir, si c'est pour lire ça, non merci, c'est tous les soirs à la télé. Certes, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir, car Nicolas Mathieu est un écrivain de très haute volée que le maître Philippe Claudel, lorrain, lui aussi, ne saurait renier. C'est une lecture absolument enchanteresse qui, au fond des choses, me semble-t-il, nous rend un peu meilleurs. J'avais beaucoup aimé son premier bouquin, Aux animaux la guerre. J'ai carrément adoré Leurs enfants après eux. Et pour la bonne bouche, je vous lis la dédicace à laquelle j'ai eu droit. C'est comme mon premier roman, sauf qu'il fait beau, chaud et que les usines ont déjà fermé, ce qui permet de se concentrer sur l'essentiel, les filles, les motos, le temps qui nous glisse entre les doigts. Il a tout compris, Nicolas Mathieu. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, vient de paraître chez Actes Sud et j'espère que ça vous ravira autant que ça m'a ravi. Moi, j'ai découvert tout autre chose, un polar norvégien, pas piqué des hannetons. Je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit. En fait, on n'a jamais retrouvé le corps de Cecilia Linde. C'était la fille d'une riche famille d'industriels norvégiens disparue pendant ses vacances entre chez elle et la plage. Mais son kidnappeur et meurtrier a bel et bien été serré. Il s'appelle Rodolphe Haglund. Et à l'époque déjà, il avait un casier judiciaire gros comme le bottin de la ville d'Oslo. 17 ans après son crime, il sort de prison
et il attaque en justice les policiers qui l'ont arrêté. Selon son avocat, Haglund a été condamné sur la base de preuves trafiquées par les enquêteurs, à commencer par leur chef William Wisting. Alors ce fameux Wisting est toujours policier, il a pris du galon. Tous ses collègues s'accordent à dire que s'il y a un seul flic honnête et compétent au royaume de Norvège, c'est lui, c'est Wisting. N'empêche qu'il est suspendu le temps de l'enquête interne. Alors au lieu de ronger son frein, il choisit de prouver son innocence. À sa disposition, il a sa fille, qui est journaliste de faits divers, il a quelques-uns de ses collègues à la confiance inébranlable, et il a l'archiviste de la police qui lui ouvre des cartons vieux de 17 ans. La suite, je vous laisse la savourer dans ce remarquable polar du Norvégien Jorn Lier Horst, j'espère que je prononce bien. Ça s'appelle Les Chiens de chasse. Pourquoi les chiens de chasse ? Parce que toute la question est de savoir si oui ou non, dans l'affaire Haglund, les enquêteurs se sont rués comme des chiens de chasse sur le coupable le plus évident en écartant toutes les autres options, au besoin grâce à des preuves falsifiées. Alors vous allez me dire, mais c'est inconcevable au pays si démocratique du bon roi Harald. Bah pas tant que ça. Alors c'est un pur polar scandinave, lent, méticuleux, très psy, très simple, très bien construit. Les chiens de chasse, c'est pour moi une super découverte. Il est sorti au mois de mars dernier, je l'avais raté, j'avoue, je l'avais mis sur un coin dans ma bibliothèque, mais il n'est jamais trop tard pour bien lire, comme vous le savez. Les Chiens de chasse de Jorn Lier Horst est donc paru chez Gallimard dans la célébrissime série noire. Quant à moi, j'ai lu un excellent polar sud-américain qui nous vient du Chili. Au commissariat central de Santiago du Chili, aux jeunes flics qui déconnent, on dit « Si tu continues comme ça, tu vas finir comme Quiñones ». Autrement dit, très mal, le nez dans la coque et le limogeage au-dessus de la tête. « Je suis la pomme pourrie dans le panier », confirme l'inspecteur Santiago Quiñones. « Personne ne veut rester dans mes parages. Je suis une légende, il me croit capable de tout. Et comme souvent, dans les légendes, tout est faux. Tout est faux plus ou moins, car... Ça c'est vrai, Quiñones a étouffé avec un coussin son beau-père en fin de vie, qui souffrait trop le pauvre, et que accessoirement il ne pouvait pas blairer. Vrai aussi, sur une scène de crime, Quiñones a raflé un gros paquet de cocaïne qu'il s'est promis de sniffer avant de devoir rendre sa plaque. Vrai également, il a juré de buter les nazillons qui assassinent des migrants au nom d'un Chili blanc et propre. Vrai enfin, Quiñones couche avec plein de femmes, notamment celle de son collègue Garcia, mais son seul amour, c'est Marina, et Marina ne veut plus de lui. Alors je vois d'ici venir les grincheux, oui bon, un flic dépressif, cocaïnomane, à moitié véreux et amateur de galipettes, c'est du Déjà plus que déjà vu. Et alors, vous me faites un peu confiance ou pas ? Moi je vous dis que les enquêtes de Santiago Quiñones racontées par l'excellent Boris Kersia, c'est du nanan. Point barre. J'espère que vous serez d'accord. La légende de Santiago de Boris Kersia vient de paraître aux éditions Asphalt. Et bon, le bouquin dont je vais vous parler, c'est pas forcément pour les tout jeunes, parce que peut-être il faut avoir un petit peu de background historique. En tout cas, l'histoire est la suivante. Vous savez que Che Guevara a été tué en Bolivie le 9 octobre 1967, et avant de faire disparaître son corps, les soldats lui ont coupé les mains. C'était des reliques qui étaient destinées en fait aux donneurs d'ordre de la CIA, qui avaient donné l'ordre de le tuer. 20 ans plus tard, Don Virgilio et Jores Pacuto refont le monde sur les rives du lac Maracaibo, c'est au Venezuela, et le vieil homme offre à l'adolescent un appareil photo, de quoi devenir Robert Capa, et rien de moins. Au même moment, en France, il y a un journaliste qui s'appelle Hector Mendez, qui reçoit des nouvelles de son père, un père qu'il n'a jamais connu d'ailleurs, à l'époque agent du KGB. Le paternel était chargé dans les années 60 par Moscou de surveiller Guevara, et dans cette lettre posthume, il révèle une incroyable vérité. Le Che, en fait, n'a pas été assassiné en Bolivie. Il est sans doute encore vivant, même si l'on a perdu sa trace. Et cette trace, Pacuto et Mendez vont essayer de la repérer et de la suivre, de la Bolivie au Pays Basque, du Venezuela au Chili et de Moscou à Cuba, partout où Ernesto Che Guevara, ou peut-être Don Virgilio, sait-on jamais, a pu être vu après l'embuscade meurtrière de la Higuera à l'automne 67. Alors c'est une aventure totalement passionnante qui est peuplée de tortionnaires sud-américains, d'espions de la guerre froide et d'anticapitalistes pas toujours très fréquentables. Pour l'écrire comme il faut, il fallait un vrai passionné de ces hommes-là et un passionné de ce temps-là aussi. Et le journaliste et romancier Serge Raffi, qui tout petit déjà voulait faire la révolution, cochait toutes les croix dans les cases. Le résultat est extra. C'est fluide, bien écrit, palpitant, sans temps mort. C'est un thriller politique de grande classe, selon moi. Ça s'appelle Les mains du Che de Serge Raffi et ça vient de paraître
Un polar, dans le un paysage. polar. Un polar. Vous savez, mes amis, il y a longtemps, on disait, par exemple, ce type est un aventurier. Ouais. C'était un délicieux euphémisme pour désigner en fait une simple crapule affairiste, opportuniste et sans foi ni loi. Et ça correspond tout à fait au lieutenant Falco. C'est un ancien trafiquant d'armes. Pour sauver sa peau, il s'est reconverti dans la phalange franquiste. Il est chargé des basses œuvres d'un des nombreux services de renseignement opérationnels en cet automne 1936. La guerre civile espagnole vient à peine de commencer et son issue militaire est encore très incertaine. Alors, faute de victoire sur le terrain, l'état-major de Franco veut tenter une opération ultra symbolique. En l'occurrence, il s'agit de celle-ci. Le fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, a été fait prisonnier par les républicains en Andalousie et Falco doit le libérer en force avec un commando armé et quelles que soient les pertes. L'opération sera préparée sur place à Alicante par 3 militants infiltrés, dont la très belle et très énigmatique Eva Rengel. Alors écoutez, plus romanesque que ça, tu meurs. Et pour moi qui adore les polars sur fond historique très solide, le nouveau Arturo Pérez Reverte, c'est du pain béni par la très sainte Église d'Espagne. L'auteur est un maître du genre et le plaisir de lecture est vraiment en rapport. Pendant quelques heures, il vous emporte là-bas, dans cette Espagne à feu et à sang qui bientôt va basculer dans la dictature. C'est redoutable d'efficacité et comme Falco n'est pas totalement une ordure, il y aura une suite à cette première aventure. Caramba, quel bonheur! Falco d'Arturo Pérez Reverte vient de paraître aux éditions du Seuil et c'est hautement recommandable, ma foi. Quant à moi, je vous emmène, si vous le voulez bien, dans les montagnes rocheuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont 12. Ils sont 12 taulards évadés de la prison Old Lonesome dans le Colorado. Nous sommes à Noël 1968. La météo est parfaitement de saison. Blizzard, neige et moins 10 degrés. Pas moyen d'aller très loin, bien sûr, avec ce temps-là. Et en fonction de leur niveau de bêtise ou de malchance, les fuyards sont repris ou sont abattus d'ailleurs l'un après l'autre, sauf un qui s'appelle Mopar Horn. Il est plus futé, il est beaucoup moins cinglé que les autres aussi. Il a tué un flic, un amant de sa femme, et dans le Colorado, ça vaut tout de même perpétuité. Il n'a donc plus grand-chose à perdre. Dans la meute qui piste les évadés, on trouve les habituels porte-flingues de ce genre de festivités très américaines. Pour l'essentiel, des pauvres types gras du bide, des buveurs de bière, qui sont engagés pour une chasse à l'homme entre deux chasses à l'ours ou au puma. Ils sont tous au garde-à-vous devant Cypress Jug, qui est le mégalomane directeur de la prison et grand organisateur de la battue. Tous au garde-à-vous sauf un, Jim Cavey, le meilleur traqueur d'hommes des Rocheuses, mais ce n'est pas un viandard. En général, il ramène les gars vivants, amochés, parfois, certes, mais vivants. Enfin, je dis bien en général. Bon, je vais pas tourner autour du pot. Ça s'appelle Évasion de Benjamin Whitmer. C'est une réussite totale. Il y a des personnages magnifiques qui sont à la marge de tout, vrillés comme des derviches, capables de générosité comme de bestialité absolue. Ce sont des rednecks bien racistes au front bas et à la gâchette facile. Ils sont infréquentables et bêtes comme leurs pieds. Je les adore. Évasion de Benjamin Whitmer est paru aux éditions Gallmeister et c'est une jolie recommandation, ma foi. Et peut-être le bouquin dont je vais vous parler pourrait-il aussi, pourquoi pas, avoir un prix tellement il est bon. Mes amis, si un jour vous êtes en train de crever de soif dans le désert avec à vos côtés un cadavre bien frais, pas encore trop sec, admettons, alors sachez que vous avez une chance de vous en sortir si tant est que vous ayez le coffre suffisant pour faire ce que Winston Turner se résout à faire au chapitre 28 du nouveau polar de Tim Willocks, éprouvant chapitre sur lequel je ne dirai rien de plus. Sachez tout de même que le capitaine de police Turner, sorte de justicier noir, est sur les traces de Dirk Leroux, jeune homme blanc de très bonne famille. Un soir, ivre-mort et au volant, Leroux a écrasé, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, une gamine noire dans un township du Cap. Lui et ses copains de beuverie l'ont laissé agoniser sans appeler les secours et puis ils ont foncé se réfugier chez maman, tout au nord de la province. Margot Leroux a fait fortune dans les mines, elle est impitoyable, quand on lui résiste, elle soudoie, quand ça ne marche pas, elle blesse, et s'il le faut, elle tue. Le problème, c'est que Turner est plus que coriace, il est incorruptible, il est à la limite de l'inconscience même, car c'est une armée de mercenaires qu'il part affronter là-haut, dans les terres arides du Cap Nord. C'est une bataille d'anthologie dont je ne vous dévoile pas l'issue, mais soyez sûr que la mort, selon Turner, de l'immense Tim Willocks est l'un des très grands polars de cette rentrée. Alors vous mettez le nez dedans et adieu monde cruel. Interdiction de vous déranger, oui, alors je sais, les fondus de Tim Willocks préfèrent ses bouquins précédents
accident et ils disent que, bon, la mort selon Turner, c'est facile. Ben mon cochon, si celui-là est facile, moi je suis l'archevêque de Canterbury. La mort selon Turner de Tim Willox vient de paraître chez Sonatine. Sur ce, je vous salue bien bas et je vous souhaite une très bonne semaine culturelle. Quant à moi, je voudrais vous parler d'un polar américain qui se passe au printemps 1961, date à laquelle Simon Weeks, célèbre éditeur new-yorkais, arrive à Moscou. Il ne vient pas du tout faire du tourisme, il vient voir son frère, Frank, qui est officier supérieur du KGB, décoré de l'ordre de Lénine. Socialiste convaincu et engagé dans les brigades internationales de la guerre d'Espagne, Frank n'a pas dit non aux recruteurs soviétiques. Ensuite, pendant 10 ans, à Washington, il a siphonné pour ses nouveaux maîtres tout un paquet de secrets d'État, le traître absolu. Donc, et puis un jour de 1949, il disparaît des radars et il ressurgit peu après chez Staline. Frank Weeks précède ainsi les célèbres Philby, Burgess, McLean au panthéon des transfuges. 12 ans plus tard, avec l'accord de la Loubianka, il propose à son frère le récit de son incroyable existence. Ça devrait s'appeler « Ma vie secrète ». Simon doit donc venir en URSS pour peaufiner le texte de ses mémoires et la suite est fascinante. Dès les premières pages, vous êtes à Moscou, au cœur de la guerre froide et surtout, vous êtes au cœur de ce tout petit monde des espions occidentaux qui ont fui leur pays pour le paradis communiste. Ils sont tous alcoolos, passent leur soirée au bar de l'Hôtel National et leur week-end dans les dachas de Peredelkino, aux côtés de leurs malheureuses épouses d'ailleurs ou de leurs gitons en service commandé. Ils périssent d'ennui et de cirrhose, mais pas Frank Weeks. Pourquoi ? Ça, je vous le dis pas. Vous le lirez dans Moscou 61, signé Joseph Cannon, prototype parfait du grand roman d'espionnage, avec en prime un dernier chapitre d'anthologie qui se passe à la frontière finlandaise. J'ai adoré. Moscou 61 de Joseph Cannon vient de paraître au Seuil dans l'excellente collection Cadreneau. Quant à moi, mes amis, j'ai lu tout autre chose. C'est très éclectique ce matin ce qu'on produit. Nous sommes en 1948 à Atlanta. C'est l'une des plus grandes villes noires américaines, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Tous les flics de la ville à l'époque sont blancs. La plupart ouvertement racistes et membres du Ku Klux Klan. Et dans ce contexte explosif, le maire décide de nommer 8 policiers noirs. Parmi eux, Lucius Boggs, qui a fait des études, et son binôme, qui s'appelle Tommy Smith, qui s'en est absolument passé. Alors, ils sont donc gardiens de la paix, avec de très sérieuses réserves tout de même. Ils patrouillent à pied dans les seuls quartiers noirs. Ils doivent empêcher les bagarres, mais ne peuvent arrêter personne. Interdiction d'entrer au commissariat central, réservé aux Blancs. Pourtant, ils doivent prêter ce serment. Moi, Lucius Boggs, nègre, je jure solennellement d'exercer les fonctions d'un policier nègre. C'est ainsi. Mais les 2 policiers nègres, donc Boggs et Smith, vont élargir leur champ de compétences. Au cours d'une ronde, ils surprennent un ancien flic blanc qui cogne sur une jeune femme noire. Elle parvient à s'enfuir, mais son cadavre est tout de même retrouvé peu après dans une décharge. L'enquête, bien sûr, s'arrête avant même d'avoir commencé, mais pas pour les 2 agents noirs. Au risque de leur vie, ils vont démasquer l'assassin blanc de Lily Ellsworth, jeune campagnarde aux rêves fracassés dans la mortelle Atlanta. Toute la trame de cette sidérante histoire est vraie. Les 8 flics noirs, le serment, le clan, 100% authentique. Et là-dessus, il y a le talent de Thomas Mullen qui signe avec Darktown, un magnifique roman policier dans l'Amérique démocrate et raciste d'Harry Truman. Un polar jamais complaisant ou manichéen. Les salauds peuvent être noirs ou blancs, les mecs bien aussi. 70 ans après, au pays de Trump, beaucoup semblent l'avoir oublié. Darktown de Thomas Mullen vient de sortir chez Rivage. Le cadavre de Scott McGuire est retrouvé dans son garage minable de Buena Park. C'est un coin pas fréquentable du Grand Los Angeles. On lui a tiré dessus à bout portant. Il avait 67 ans, un cancer bien avancé et sans doute, jusqu'à la dernière seconde, des souvenirs très précis de son existence pathétique. Au sommet de la réussite, dans les années 60, il était Hells Angel. Il y avait les Harley, la dope, la bière et la castagne. C'était son quotidien. Jouer les gros bras aussi, notamment dans les concerts. Avec son pote Romus Lachance, ils ont manié la chaîne de moto et la batte de baseball devant pas mal de scènes, y compris celle du festival d'Altamont. Le 6 décembre 1969, les Stones, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana et le Jefferson Airplane jouent gratuitement devant 300 000 jeunes complètement défoncés, réunis sur un circuit de stock car californien. Bilan, 4 morts et certainement la fin de l'époque Peace and Love sur la côte ouest. Au cours du concert,
disparaît Velia. C'est une jeune Mexicaine. Elle a été vue pour la dernière fois en compagnie de Warp et de Chummy qui l'avaient prise en stop. Ces trois-là apparaissent sur les photos retrouvées dans le garage de l'ancien Hells Angel qui a pris des clichés dans la nuit tragique d'Altamont. 45 ans après, Chummy s'est volatilisé. Et le John Warp est devenu l'un des capitaines d'industrie les plus puissants des États-Unis. Du coup, Don Martin, le flic de la criminelle chargé de l'enquête, change de braquet. Un possible règlement de compte entre petites frappes devient une possible vengeance au long cours pour solder la furie d'Altamont. C'est une histoire absolument magnifique, très bien racontée par Jean-Alphonse Richard dans son premier polar, La disparue d'Altamont, qui vient de paraître aux éditions La Martinière. Selon moi, c'est à lire avec, pourquoi pas en fond sonore, Brown Sugar, enregistré live à Altamont. Brown Sugar, les Rolling Stones qui, au concert d'Altamont, ont été exfiltrés par hélicoptère tellement la bagarre était générale. Voilà, ceci conclut, me semble-t-il, assez en beauté, et en tout cas musicalement, ce tour de table culturel du samedi matin sur Europe 1. Moi, mes amis, j'ai lu quelque chose d'absolument génial, d'extrêmement court et percutant. Je vous raconte. On est en juin 1951. Le peintre Jackson Pollock descend de l'avion à Gallup. Immense peintre, évidemment, mais enfin qui avait beaucoup de démons. Il descend donc de l'avion à Gallup au Nouveau-Mexique. Il apporte à leur acheteur 2 toiles numérotées 16 et 18. Il a un petit peu de temps libre devant lui, donc bien sûr il va boire un coup et jouer au poker. Pollock est un poivreau fini et pas vraiment un as aux cartes. Du coup, il sort lessivé de sa nuit au tripot. Et pour payer sa dette de $800, eh bien, il donne ses 2 toiles et rentre cuver chez lui sur la côte Est. 5 ans plus tard, Steve Hammond, Patty Fraser et son frère Dan attaquent à main armée la Camden National Bank dans le Maine. Ils tuent un flic, raflent du cash et aussi le contenu des coffres, plein de bijoux et 2 peintures, la 16 et la 18. Ils ne le savent pas, mais chacune vaut déjà $1 million. De quoi énerver très très fort leur propriétaire qui est un mafieux et qui lance ses tueurs à leur trousse. Alors bien sûr, n'espérez même pas que tout ça se termine agréablement. Les braqueurs de banque sont des branquignoles et comme le dit Patty, les flics sont lents mais persévérants. Et puis, ces maudites toiles sont invendables. Pollock est trop connu et donc la nasse se resserre inexorablement jusqu'à l'issue fatale, que voulez-vous. En tout cas, Arthur Penn, Bonnie et Clyde ne pourraient pas la renier, cette fin. Ça fait 92 pages, pas besoin de plus pour comprendre que Pollock était un génie absolu, mais un très sale type aussi. Et pas besoin de plus pour tomber raide dingue de Patty Fraser, 25 ans, cheveux courts et pas de poitrine, mais un cerveau supérieur à ceux qu'on rencontre en Nouvelle-Angleterre. Juste avant d'ouvrir le feu une dernière fois, elle a eu le temps de hurler aux flics que jamais elle n'irait en prison. Sur la route avec Jackson, c'est signé Marc Villard, ça vient de sortir chez l'éditeur Cohen & Cohen, et selon moi, c'est à lire séance tenante. Oh, vous me l'offrez, Bernard ? Écoutez, on me l'a prêté, donc je ne peux pas, mais je peux vous le prêter si vous oui, voulez. avec mais plaisir. Vous me le rendrez sans oui, faute. bien sûr. Quant à moi, j'ai lu un excellent polar sud-américain qui nous vient du Chili. Au commissariat central de Santiago du Chili, aux jeunes flics qui déconnent, on dit « Si tu continues comme ça, tu vas finir comme Quiñones ». Autrement dit, très mal, le nez dans la coque et le limogeage au-dessus de la tête. « Je suis la pomme pourrie dans le panier », confirme l'inspecteur Santiago Quiñones. « Personne ne veut rester dans mes parages. Je suis une légende, il me croit capable de tout. Et comme souvent, dans les légendes, tout est faux. Tout est faux plus ou moins, car, ça c'est vrai, Quiñones a étouffé avec un coussin son beau-père en fin de vie, qui souffrait trop le pauvre, et que, accessoirement, il ne pouvait pas blairer. Vrai aussi, sur une scène de crime, Quiñones a raflé un gros paquet de cocaïne qu'il s'est promis de sniffer avant de devoir rendre sa plaque. Vrai également, il a juré de buter les nazillons qui assassinent des migrants au nom d'un Chili blanc et propre. Vrai, enfin, Quiñones couche avec plein de femmes, notamment celle de son collègue Garcia, mais son seul amour, c'est Marina, et Marina ne veut plus de lui. Alors je vois d'ici venir les grincheux, oui, bon, un flic dépressif, cocaïnomane, à moitié véreux et amateur de galipettes, c'est du Déjà plus que déjà vu. Et alors, vous me faites un peu confiance ou pas? Moi je vous dis que les enquêtes de Santiago Quiñones racontées par l'excellent Boris Kersia, c'est du nanan. Point barre. J'espère que vous serez d'accord. La légende de Santiago de Boris Kersia vient de paraître aux éditions Asphalt. Et
Et mon polar chinois, pourquoi pas? Bon, il est moins cher, mais il est complètement dans l'actualité, lui. Shanghai, 70 millions d'habitants et la pollution meurtrière, bien sûr, qui va avec. 200 jours de brouillard toxique par an, masque de protection obligatoire, mais tout de même des centaines de milliers de cancers de poumons chaque année. Pour les autorités, bien sûr, rien à signaler, l'air est pur et le Parti communiste chinois veille à ce qu'il le reste. C'est tout près de l'hôpital du peuple numéro 1 qu'est découverte la première victime. Elle s'appelle Peng Nian, c'est une aide-soignante, elle a le crâne fracassé, près du corps, il y a un masque anti-pollution jaune. Même chose pour les victimes suivantes, tous les 7 jours, la tête fendue au marteau et la signature du masque jaune, pas très loin. Toujours en centre-ville, aux petites heures du matin. Clairement, un tueur en série est à l'œuvre, ces victimes n'ont aucun lien évident, mais l'inspecteur Chen Cao est absolument certain que la pollution atmosphérique est le mobile de cette hécatombe et il va le prouver contre l'avis des chefs de la police et du parti et pour l'amour de sa vie. Shan Shan, une écologiste hyperactive sur Internet et donc dans le collimateur direct de la sécurité intérieure. C'est la 11e enquête de l'inspecteur Chen, fin limier, fin gourmet, poète aussi à ses heures. Elle est comme les précédentes, cette enquête. Elle est rusée, elle est très bien menée et elle est très dépaysante. Elle est assassine aussi pour le pouvoir en place à Pékin, une dictature de fer enrobée de libéralisme économique qui pratique un souverain mépris pour le peuple, littéralement asphyxié pour cause de croissance à 2 chiffres. Ça s'appelle Chine, retiens ton souffle, c'est signé de Qiu Xiaolong, réfugié depuis 30 ans aux États-Unis, ça vient de sortir chez Liana Levy, et à mon avis c'est à lire pour accompagner aujourd'hui la marche pour le climat à Paris, et pour accompagner aussi l'échec attendu de la COP24 en Pologne, comme un avant-goût du désastre qui nous attend, messieurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine culturelle. Allez en paix. Et autre très bonne nouvelle, mes amis, j'ai lu un excellent roman français qui n'est pas policier, certes, mais qui mérite vraiment le détour. Elle s'appelle Eileen Bauman, elle a 35 ans, elle est américaine, célibataire et journaliste. Le New York Tribune l'envoie en reportage à Paris. Elle a 6 mois devant elle pour raconter à ses lecteurs la grande exposition universelle, car nous sommes en 1900. Paris est peut-être une fête, mais c'est surtout un chantier gigantesque défoncé par le percement du métropolitain. Le monde entier est à Paris pour voir et pour être vu, pour admirer les étranges machines automobiles et les sauvages d'Afrique, pour faire des affaires, pour se saouler dans les cancans et coucher avec qui veut. Dans ce domaine, d'ailleurs, Eileen accepte les 2 sexes. Très peu d'hommes ou de femmes résistent en fait à ses cheveux roux et à sa peau de lait. Elle revendique son féminisme libertaire et porte des pantalons qui, à l'époque, sont interdits aux femmes. Le préfet de police, Monsieur Lépine, va d'ailleurs lui signer une dérogation. Après bien des aventures très politiquement incorrectes, la belle américaine repart finalement chez elle au Nevada, mais elle ne repart pas seule. Et ce n'est pas la moindre des surprises de La Toile du Monde, magnifique roman d'Anthony Varenne paru dans l'indifférence générale au mois d'août dernier. Quel dommage, car au-delà du fascinant témoignage très documenté de ce Paris-là, celui de 1900, Varenne nous offre le portrait hors du commun d'une femme hors du commun, de ces femelles inouïes qui vous font grimper au mur et prendre des vessies pour des lanternes, mais qui d'un seul coup d'œil appuyé parviennent à vous faire croire que la vie tout de même vaut d'être vécu. Alors, faute d'avoir rencontré cette femme-là, eh bien, patientez avec Eileen Bauman, la flamboyante héroïne de La Toile du Monde, et l'attente, je vous le garantis, sera délicieuse. La Toile du Monde d'Antonin Varenne est parue chez Albin Michel. En ce qui me concerne, je vous propose de passer cette fin d'année 2018 en compagnie d'un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Manfred Baumann. La vie de Manfred Baumann ne ressemble pas à grand-chose. Il circule au quotidien dans le triangle suivant, l'agence bancaire qu'il dirige dans la bonne ville de Saint-Louis à la frontière suisse, son appartement très bien rangé d'une résidence milieu de gamme et le café-restaurant La Cloche où il se nourrit chaque jour et tape la belote le jeudi soir avec 3 habitués qui le méprisent et l'appellent le Suisse. Heureusement, il y a Adèle. Adèle Bedeau, la jeune serveuse, gironde comme un modèle de Rubens, efficace en salle, avare de paroles, encore plus de sourire. N'empêche,
Manfred la dévore des yeux, la suit après le service, elle court rejoindre son amoureux, un gommeux à scooter. Manfred est triste, alors il prend le train pour Strasbourg et va se consoler dans les bras tarifés des filles faciles. Un jour, Adèle disparaît. Passé 24 heures, la police la cherche. Georges Gorski dirige l'enquête. Son existence ne vaut guère mieux que celle de son principal suspect, coincé entre des ambitions contrariées et une femme qu'il n'aime plus. Mais c'est un vrai fox terrier, accrocheur et opiniâtre. Il ne s'est jamais remis de n'avoir pas serré le meurtrier d'une gamine il y a fort longtemps. Cette fois, si meurtrier il y a, il ne lui échappera pas. Pour un amoureux comme moi de Simenon, la disparition d'Adèle Bedeau est un pur chef-d'œuvre. Tout y est. L'ambiance poisseuse des petites villes de province, l'ennui abyssal d'emploi du temps répétitif et le destin tout tracé d'hommes sans qualité. Dans cet environnement-là, Manfred Baumann et Georges Gorski évoluent comme des poissons dans l'eau. C'est envoûtant, hypnotique et fascinant. Et c'est un Écossais, Graham McRae Burnett, qui a écrit cette merveille. La disparition d'Adèle Bedeau est parue chez Sonatine et je ne saurais trop vous le recommander pour cette fin d'année 2018.